Human Rights Watch. Human Rights Watch est une ONG consacrée à la défense des droits de l'homme. Mais comme le dirait Karl Marx dans l'un de ses textes les plus célèbres, de quel homme s'agit-il? Quel homme défend Human Rights Watch? Human Rights Watch défend l'homme blanc, raciste, colonialiste, néocolonialiste et terroriste occidental. Écrivez ça. Chaque fois que vous entendrez parler du nom de cette ONG qui prétend défendre les droits humains, Human Rights Watch, n'oubliez pas de quel humain il est question. Human Rights Watch défend en réalité les droits de l'homme blanc, raciste, colonialiste, néocolonialiste, impérialiste et terroriste. Je le dis une troisième fois, pour que vous notiez. Vous pouvez noter cette phrase-là, pour que Human Rights Watch sache que nous savons à quoi elle sert. Human Rights Watch défend, une troisième fois, je le dis lentement, pour que certains d'entre vous veuillent bien écrire cette phrase sous cette vidéoconférence. Human Rights Watch. Expression anglaise qui signifie l'Observatoire des droits de l'homme. Cet observatoire-là, Human Rights Watch, défend en réalité les droits de l'homme blanc, l'homme colonialiste blanc, l'homme néocolonialiste blanc, l'homme impérialiste blanc et l'homme terroriste blanc. C'est ce qu'elle est. Pourquoi le dis-je? Vous êtes ici dans une émission du docteur des preuves. Je le dis parce que la stratégie de lutte pour les droits de l'homme de cette ONG est toujours biaisée en faveur des intérêts de l'impérialisme, du colonialisme et du néocolonialisme occidental. Nous en avons un exemple manifeste dans la manière dont Human Rights Watch traite les informations concernant les 3 pays de l'Alliance des États du Sahel, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Human Rights Watch est entré à l'intérieur d'une stratégie plus vaste, celle qui a été conçue par l'OTAN, l'Union européenne, la France, l'Ukraine, pour déstabiliser l'Afrique afin de continuer à la piller, comme ils le font depuis plus de 600 ans. Quelle est la situation au Mali, au Burkina Faso et au Niger? Dans ces 3 pays, des dirigeants révolutionnaires panafricanistes, les présidents Goïta, Traoré et Tiani, sont engagés aux côtés de la population et de l'armée dans une lutte authentique contre le terrorisme. La nature du terrorisme auquel sont confrontés les pays sahéliens est connue. Nous l'avons appelé l'impérial terrorisme. Sous couvert de combattre pour des motifs religieux, Al-Qaïda et l'État islamique, qui sont en réalité des organisations terroristes armées, financées, renseignées, médiatisées, encadrées et à l'origine créées par les renseignements généraux occidentaux et les alliés moyen-orientaux de ces renseignements généraux, sont chargés de fragiliser le sous-continent d'Afrique subsaharienne afin que celui-ci continue de faire les 4 volontés du FMI, de la Banque mondiale, les 4 volontés de la domination impérialiste américaine, la domination de l'Union européenne, la domination française. Si vous regardez la ligne éditoriale adoptée par Human Rights Watch envers le Mali, le Burkina Faso et le Niger, vous vous rendrez compte qu'ils ont décidé de défendre les terroristes contre les armées, les terroristes contre les gouvernants. Ils ont décidé de défendre les criminels contre ceux qui combattent le crime. Ils ont décidé de combattre les niais. Ces niais ont décidé de combattre ceux qui combattent les terroristes. Ils ont décidé de combattre ceux qui combattent le terrorisme. L'armée malienne est en lutte contre le FLA-JNIM.
une coalition terroriste dont on sait très bien qu'elle opère sous la coordination de la France. Human Rights Watch se consacre essentiellement à dénoncer les soi-disant exactions que l'armée malienne aurait commises contre les terroristes. Ceux qu'elle appelle les civils dans son narratif, ce sont les terroristes, pourchassés par l'armée malienne et ses alliés de la Fédération de Russie. Ce que ces gens appellent les terroristes, ce que ces gens appellent les civils, ce sont les terroristes du JNIM-FLA. Quand l'armée malienne détruit les foyers terroristes, les foyers du JNIM-FLA, Human Rights Watch ne salue pas cette action. Parce que Human Rights Watch considère que éliminer les terroristes, c'est commettre des violations des droits de l'homme. Quand les organisations terroristes, parrainées par la France, commettent des crimes, Human Rights Watch ne condamne pas la France. Elle ne condamne pas Emmanuel Macron qui accueille les chefs de l'organisation terroriste du FLA-JNIM. Il n'y a pas, sur les colonnes de Human Rights Watch, une volonté d'appeler les véritables commanditaires du terrorisme par leur nom. Quand les terroristes du JNIM assassinent dans les villages, lynchent des populations, pillent le bétail, ramassent les richesses des gens, Human Rights Watch n'établit jamais le lien entre le FLA-JNIM et ses patrons que sont Macron et les forces stratégiques françaises. Jamais les enquêtes de Human Rights Watch ne remontent jusqu'à la personne qui est le commandant en chef des terroristes du Sahel, Emmanuel Macron. Il s'ensuit très clairement que Human Rights Watch est un soutien objectif du terrorisme au Sahel. Ils ont tout essayé contre le Sahel, ils ont tout essayé contre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Ils ont voulu provoquer une guerre ethnique entre le Niger, entre les ethnies Touareg, Peul d'une part, et les autres ethnies au Sahel. Ça n'a pas marché. Ils ont voulu provoquer une guerre interreligieuse entre les musulmans et les chrétiens au Sahel. Ça n'a pas marché. Ils ont voulu provoquer une guerre interrégionale entre le nord et le sud de chacun des pays africains. Ça n'a pas marché. Ils ont voulu provoquer une agression délibérée de la grande puissance américaine contre les pays africains qui ne se sont plus soumis au dictat français. Ça n'a pas marché. Ils ont voulu organiser des corporations contre les gouvernements, provoquer des grèves intersyndicales pour renverser les gouvernements panafricanistes sahéliens. Ça n'a pas marché. Ils ont voulu susciter des rébellions opportunistes pour déstabiliser les États du Sahel. Ça n'a pas marché. Ils ont organisé de nombreux coups d'État pour tenter de renverser les régimes qui ne leur donnent plus l'uranium gratuit. L'or, le manganèse, le bauxite, le coltan, l'aluminium gratuit. Ça n'a pas marché. Ils ont tout essayé, ça n'a pas marché. Maintenant, ils se réfugient derrière une tentative de discrédit moral, à savoir à travers des organisations non gouvernementales qui en réalité défendent essentiellement les droits de l'homme raciste, les droits de l'homme colonialiste, l'homme néocolonialiste, impérialiste et bien occidental. Est-ce que cela va marcher aussi? Ma réponse est non. Pourquoi? Parce que nous avons la responsabilité, sur tout le continent africain, de faire remonter toutes les archives des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes économiques, des crimes politiques qui ont été perpétrés par les puissances occidentales qui couvrent Human Rights Watch, ou que Human Rights Watch couvre. Ça, c'est un. Tant que ne seront pas jugés les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les crimes économiques, les crimes politiques, les crimes culturels perpétrés par cette puissance, il faut interdire Human Rights Watch en Afrique. Il faut les interdire d'investigation en Afrique. Il faut leur dire, il faut les déclarer persona non grata sur le sol africain. Tant que les procès permettant de condamner les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité n'auront pas été ouverts chez eux pour les condamner, il faut que ces gens-là ne mettent plus les pieds sur le continent africain. Donc, premier devoir, la dénonciation. Nous y travaillons. Il faut exhumer tous leurs crimes et leur imposer d'en parler.
Deuxième devoir, il faut leur interdire de faire une quelconque investigation sur les droits humains sur le continent africain. Human Rights Watch doit être déclarée organisation non grata sur tout le territoire africain. Parce qu'en fait, Human Rights Watch est une organisation soi-disant de droits de l'homme qui est en fait une organisation au service du terrorisme impérialiste occidental. C'est un outil, en réalité, de harcèlement moral. C'est un outil de manipulation morale. C'est un outil au service de l'impérialisme occidental. Et il faut le traiter comme tel. Le toilettage qui a commencé de ces ONG de soutien au terrorisme déguisé, ce toilettage doit se poursuivre à l'échelle continentale. L'Alliance des États du Sahel devrait ordonner la fermeture de toutes les succursales de cette ONG. Toutes les succursales de Human Rights Watch en Afrique doivent être fermées. Ils doivent être interdits d'investigation sur le continent. Parce que, manifestement, ils sont devenus l'un des outils de déstabilisation informationnelle, de déstabilisation psychologique, de déstabilisation morale du continent. En raison de leur approche biaisée des droits humains. Ils sont incapables d'assumer dans leurs investigations la responsabilité de l'Occident dans l'expansion du terrorisme. La responsabilité de Macron dans la prospérité relative du NIM ou du FLA. Le Human Rights Watch est incapable d'en parler. Quand des espions de la DGSE française sont arrêtés sur le terrain, en train de perpétrer des déstabilisations pour restaurer des régimes permettant le pillage de l'Afrique, Human Rights Watch est incapable d'en parler. Ils sont incapables d'en parler parce qu'objectivement, ils ont besoin que la France continue à exploiter, à piller l'Afrique. Nous ne l'accepterons pas. Nous ne devons plus l'accepter. Et voilà pourquoi il faut les fermer sur tout le continent africain. Il faut les interdire. Enfin, il y a une troisième réalité qu'il faut vraiment, une fois de plus, intégrer. C'est que de toutes les façons, même quand ils ne seront plus sur le continent africain, ils continueront, dans toute la mesure du possible, tout naturellement, à mentir sur ce qui s'y passe. Voilà pourquoi nous devons nous-mêmes, sur le continent africain, assurer la veille de nos droits humains. L'Observatoire des droits humains du Sahel doit fonctionner à plein régime. La problématique des droits humains doit être réappropriée par les institutions, par les sociétés civiles africaines elles-mêmes. On a besoin d'un regard africain rigoureux, un regard courageux, un regard juste et équilibré sur la situation des droits humains. Il nous faut donc revaloriser le regard africain sur les droits humains en Afrique. Procéder à une autocritique de l'état des droits humains chez nous. Ne pas laisser aux autres l'avantage de nous mettre devant le miroir. Affronter nous-mêmes, sur notre continent, l'épreuve du miroir. Car, en effet, l'un des points faibles de notre propre organisation politique en Afrique, c'est que nous ne maîtrisons pas nous-mêmes, nous n'assumons pas pleinement nous-mêmes le discours sur les droits humains chez nous. Tout se passe comme si ce discours était inhibé, comme si ce discours était contraint, comme si ce discours était manipulé, comme si ce discours n'était pas libre. Il faut que ce discours soit libre, mais qu'il soit rigoureux, qu'il soit objectif, qu'il soit structuré. Il faut que ce discours soit solide. C'est absolument important. Voilà mes 3 recommandations dans cette affaire. Dénoncer Human Rights Watch, comme on le fait très bien. Tous les bircés de la communication doivent monter sur ces voyous-là pour les déplumer. Deuxièmement, les interdire leurs antennes en Afrique. S'ils ont un bureau, où que ce soit en Afrique, il faut le fermer. Il faut le fermer. Troisième élément important, il nous faut nous approprier nous-mêmes en Afrique, courageusement, la question des droits humains, notamment en évitant toute instrumentalisation par des intérêts extérieurs à l'Afrique, de nos organisations des droits de l'homme, de notre discours des droits de l'homme. Il nous faut produire le discours africain des droits de l'homme en tenant compte de la souveraineté, de la liberté de partenariat stratégique et des intérêts vitaux de l'Afrique contemporaine. Voilà le message que je tenais à passer. Ce soir, je voudrais apporter
une contribution qui peut éclairer de façon rétrospective les événements tragiques que nous avons vécus, notamment le 25 avril 2026 ici au Mali. Comme vous le savez, une coalition impériale terroriste a engagé le 25 avril passé une très grave agression contre la République du Mali. Cette agression s'est exprimée, comme l'a dit le président Assimi Goïta, je voudrais reprendre exactement ses propres termes, sous une forme d'une agression d'une extrême gravité, une attaque terroriste complexe, coordonnée et simultanée. Qui sont les acteurs connus de cette attaque terroriste? En première ligne, les groupes terroristes Al-Qaïda et l'État dit islamique. Al-Qaïda a été créé, pour rappel, pour ceux qui veulent toujours faire semblant et qui se cachent de façon éhontée derrière le concept de djihadisme pour ne pas reconnaître le caractère non religieux de la guerre qui est imposée au Mali et à l'Afrique. Al-Qaïda est une organisation terroriste créée dans les années 80 par les États-Unis d'Amérique pour combattre les soviétiques en Afghanistan. Vous êtes maintenant près de 10 000 personnes qui écoutez cette émission. Je vous prie d'écrire la définition d'Al-Qaïda. Que chacune et chacun d'entre vous ait le courage d'écrire la définition. Faites la phrase suivante, mes chers amis, et accompagnez-nous dans la manifestation de la vérité. Voici la phrase que tous ceux qui comprennent l'importance du combat de l'information doivent écrire maintenant. Al-Qaïda est une organisation terroriste créée par les États-Unis dans les années 80 pour combattre les soviétiques. Je reprends lentement. Parce que certaines Africaines et certains Africains sont des spécialistes de la lâcheté et font toujours semblant de ne pas savoir de quoi on parle. Je suis en train de faire la liste de ceux qui ont attaqué le Mali. Le Mali le 25 avril. Qui attaquent le Sahel, la liste de ceux qui attaquent l'Afrique. Vous notez, Al-Qaïda, organisation terroriste créée par les États-Unis d'Amérique dans les années 80 pour combattre les soviétiques en Afghanistan. Ne vous contentez pas de partager, écrivez la phrase pour qu'on dise que j'ai dit cela et vous-même vous l'avez écrit. Aya Sebe, écrivez. Le problème des gens en Afrique, c'est qu'ils connaissent la vérité, mais ils ne veulent pas la partager. Or, tu connaîtras la vérité, et la vérité te libérera. Et à quel moment la vérité te libère-t-elle? Quand tu la partages. Une vérité que tu caches ne peut pas te libérer. C'est une vérité que tu partages. Une vérité que tu partages. Al-Qaïda, organisation terroriste créée par les Américains dans les années 80 pour combattre les soviétiques en Afghanistan. Deuxième groupe qui attaque le Mali et le Sahel et toute l'Afrique. L'organisation abusivement dite de l'État islamique. Je dis bien abusivement, parce qu'ils aiment se donner l'allure d'être une organisation religieuse alors que ces drogués, ces criminels, sans foi ni loi, n'ont aucune religion. Quant à l'État islamique, celui qui nous a officiellement informés de la création de l'État islamique et de son origine s'appelle le président Donald Trump. Organisation terroriste créée par l'administration américaine Obama-Clinton pour combattre au Moyen-Orient et en Afrique. Je recommence. Deuxième phrase. Chacun doit l'écrire. Comme ça, on ne va pas venir dire que moi je propage des mensonges. Parce que c'est à cause de la lâcheté de certains d'entre nous que Facebook ou n'importe quel autre réseau social peut facilement esquisser des censures contre votre serviteur. Parce que vous ne réécrivez pas ce que nous disons de vrai. Réécrivez-le.
On va voir comment ils vont nous censurer tous ici. Nous sommes déjà 20 000 personnes. Et je ne dirais, ne réécrivez que ce que vous savez être vrai. Je ne vous force pas. Mais si c'est vrai, pardon, écrivez. Si vous n'êtes pas capable d'écrire ce que je dis de vrai, laissez-moi parler tout seul. Laissez-moi parler avec ceux qui sont capables d'écrire la vérité que je partage. Parce que ceux-là respectent notre engagement commun, notre lutte commune. Seuls ceux qui peuvent reproduire les vérités incontestables sur la situation de l'Afrique méritent d'être nos compagnons. Tous les autres, ce n'est pas la peine. Deuxième organisation qui attaque le Mali et qui attaque l'Afrique, l'État islamique. État islamique, mettez ça entre guillemets, parce que c'est pour salir l'islam qu'ils ont mis le nom de l'islam dans le nom de leur organisation. Sinon, ils n'ont rien d'islamique. Ce sont des bandits et des mercenaires. Ils ont été justement créés par un pays qui n'est pas islamique du tout, à savoir les États-Unis d'Amérique. Et c'est l'actuel président américain, Donald Trump, qui a informé le monde entier, dans une vidéo connue, disponible depuis 2016, que c'est l'administration Obama et Clinton qui a créé l'organisation de l'État islamique. Et tout le monde voit très bien que cette organisation a toujours bénéficié d'une excellente couverture, d'une grande mansuétude des puissances de l'OTAN et de leurs alliés du Moyen-Orient. Puisque la plupart des chefs d'Al-Qaïda et de l'État islamique se promènent librement dans les pays suivants: l'Arabie Saoudite, le Qatar, le Bahreïn, les Émirats Arabes Unis. Ils se promènent librement là-bas, les chefs. Quant à l'un des chefs les plus importants de ces deux organisations, qui s'appelle Ahmed Al-Shara, le 7 mai 2025, il a été reçu sur tapis rouge par le président français Emmanuel Macron à l'Élysée. Et il a été reçu quelque temps plus tard par le président américain actuel, Donald Trump, à Washington, qui en a profité pour enlever son nom de la liste des terroristes des États-Unis et de la liste des terroristes de l'ONU. Parce que jusqu'au moment où ce type est arrivé au pouvoir à Damas, Ahmed Al-Shara, de son vrai nom de terroriste Mohamed El-Joulani, il était recherché et il y avait une prime qui avait été placée par les États-Unis, soi-disant sur sa tête. Déjà, c'était leur homme. Il arrive à Washington, Donald Trump, qui pourtant a dénoncé Obama et Clinton comme les créateurs de l'État islamique, offre les meilleurs parfums de la marque Trump à Mohamed Al-Joulani, le terroriste criminel qui a été blanchi, pour ainsi dire, et placé à la tête de l'État syrien par l'OTAN. Et il lui en offre même pour son épouse, en lui demandant au passage combien de femmes il possède. Une certaine forme de jalousie, quand on connaît l'instinct sexuel fort développé, eh bien, du leader de l'impérialisme yankee. Ça fait deux organisations terroristes qui ont le même père, les États-Unis d'Amérique et leurs alliés de l'OTAN. Et les alliés de l'OTAN sont les pays du Moyen-Orient, que sont Israël et les monarchies pétrolières du Moyen-Orient, qui sont actuellement à coquiner pour combattre et détruire l'Iran. Exactement comme ils se sont à coquiner pour combattre et détruire l'Irak, combattre et détruire la Syrie, comme ils se sont à coquiner pour combattre et détruire la Libye, la Somalie, sous nos yeux. Ce sont des choses que nous avons vues. Les mêmes se sont à coquiner pour détruire actuellement le Liban. Cela se fait sous nos yeux. Les mêmes se sont associés à coquiner pour détruire le peuple palestinien à Gaza. Cela s'est fait sous nos yeux. Ça fait déjà deux. Donc, qui attaque le Mali et qui attaque plus largement l'Afrique? Al-Qaïda et l'État islamique, parrainés par tous les pays de l'OTAN, à commencer par les États-Unis d'Amérique, et leur adjoint principal des États-Unis d'Amérique, pour ce qui concerne l'Afrique, la déstabilisation de l'Afrique, c'est incontestablement la France. Le modèle, il n'est pas compliqué à trouver. Le modèle, il est à trouver dans la destruction de la Libye en 2011. Tout ce que je viens de citer était déjà présent pour détruire la Libye en 2011. Vous comprenez? On continue à citer ceux qui sont responsables de l'attaque. Deuxième niveau,
des pays d'Afrique du Nord qui ont pris fait et cause pour les groupes terroristes et qui les hébergent ouvertement, naturellement sur leur propre sol. Ces pays sont incontestablement l'Algérie et la Mauritanie. Tout le monde a bien vu que l'Algérie et la Mauritanie sont les bases arrières principales des groupes terroristes en Afrique du Nord. C'est à partir du territoire algérien et du territoire mauritanien que le Mali est régulièrement agressé par ces groupes terroristes. Ces groupes terroristes bénéficient en Algérie et en Mauritanie du gîte, c'est-à-dire du logement. Ils bénéficient des soins de santé dans les hôpitaux. Ils bénéficient des moyens pour se nourrir. Ils bénéficient des moyens de transport, de circulation. Ils se font livrer dans ces pays-là des armes. Ils bénéficient même parfois de la couverture aérienne de cette puissance. C'est dans ce cadre que l'Algérie, par exemple, a détruit un drone malien qui s'apprêtait à frapper des terroristes dans la région frontalière de Tinzaouaten il y a un peu plus d'1 an. Vous vous en souvenez tous. Lors de l'attaque de Tinzaouaten au Mali, au mois de juillet 2024, ces mêmes groupes-là ont agi à partir de leur base arrière algérienne et ils l'ont fait ouvertement, avec la protection des forces armées algériennes qui ont d'ailleurs empêché une partie de la riposte aérienne malienne en s'attaquant aux drones de combat maliens dans le ciel et sur le sol malien. Donc l'Algérie et la Mauritanie, malgré les déclarations mensongères de M. Abdelmajid Tebboune, à qui je donne brièvement la parole, l'Algérie et la Mauritanie ne peuvent plus aujourd'hui se soustraire à l'accusation de complicité d'agression terroriste contre le Mali et contre, plus largement, le Sahel. Écoutons quand même au passage M. Abdelmajid Tebboune, qui n'a pas de mal pour mentir. Mais immiscé ne s'immiscera jamais pour aider. L'Algérie ne s'est jamais immiscée, ne s'immiscera jamais dans les affaires intérieures du Mali ou d'autres pays. Nous l'avons suffisamment dit, mais certains éléments qui ont failli au niveau national essayent de trouver un chandelier en Algérie. Abdelmajid Tebboune, le président algérien, est un menteur éhonté. À son âge, on ne devrait pas se comporter comme cela avec la vérité. L'Algérie héberge les principaux chefs terroristes qui agressent le Mali. Citons-les. Iyad Ag-Ghali, le patron du JNIM. Il est hébergé au vu et au su du monde entier par l'Algérie. Et avec la complicité de ses maîtres de la DGSE française. L'Algérie héberge un autre chef de l'organisation terroriste qui attaque le Mali, à savoir l'imam ou l'ancien imam ou le jamais imam Mahmoud Dicko. De la même façon, il circule Iyad Ag-Ghali et Mahmoud Dicko entre l'Algérie et la Mauritanie en toute liberté avec tapis rouge. L'Algérie héberge les deux groupes terroristes qui attaquent et harcèlent tout le Sahel et en particulier le Mali. Elle héberge la direction du FLA, le soi-disant Front de libération de l'Azawad, qui n'a rien de différent en réalité d'Al-Qaïda de l'État islamique parce que c'est le même personnel. Ils sont tous des mercenaires. Eh bien, de l'impérialisme occidental, donc de l'OTAN, des mercenaires du néocolonialisme français et des mercenaires du néocolonialisme algérien et mauritanien contre le Mali. Le président Abdelmajid Tebboune est un menteur. Et il ne s'agit pas d'une insulte, c'est une description. Un homme de plus de 60 ans devrait avoir un peu plus de dignité quand il ouvre la bouche, ne serait-ce que parce que, par la loi naturelle de la vie, il est davantage proche du tombeau que du berceau. Hélas, la honte et la dignité sont inconnues de cet homme, Abdelmajid Tebboune. Donc, j'ai cité l'Algérie et la Mauritanie, je continue. La Côte d'Ivoire d'Alassane Draman Ouattara. Pourquoi? Parce que de notoriété, la Côte d'Ivoire est une base de l'OTAN. C'est une base de l'OTAN. De notoriété, quand les groupes terroristes finissent d'agir au Burkina Faso, ils peuvent se réfugier en paix en Côte d'Ivoire. Ça, c'est connu. Et même, on a eu des groupes terroristes, des cellules terroristes qui se sont affichées sur Facebook en disant qu'elles sont en Côte d'Ivoire, à partir d'où elles organisent leurs activités contre l'Alliance des États du Sahel.
Dans la même posture agressive se tient aujourd'hui la République du Bénin, du président sortant Talon Patrice et du président entrant que j'appelle si justement le Tawadanilon. Parce qu'en effet, Patrice Talon a modifié la loi béninoise de telle façon qu'il va rester en réalité l'homme fort du système politique béninois. Et sous couvert de partir, parce que c'est la fin de ses 2 mandats, il va en réalité rester plus en force. Voilà pourquoi j'appelle son successeur, à l'issue de ce processus électoral qui est une mascarade impitoyable. On a exclu tous les opposants et on a organisé une pseudo-élection entre Romuald Wadani et un faux opposant. C'est exactement le modèle qu'on a fait en Côte d'Ivoire et c'est le modèle qu'on a fait dans mon pays natal, le Cameroun. Les fausses élections. Hein? L'élection entre moi et moi-même. Hein? L'élection entre la main et la bouche. D'accord? Donc, ok. Donc, le Bénin de Patrice Talon, puisqu'il héberge les forces de l'OTAN, il héberge les forces néocolonialistes françaises et leur permet de réorganiser, pour ainsi dire, leur dispositif afin de continuer à harceler l'Alliance des États du Sahel, d'où elles ont été chassées en raison précisément de leur action nocive, négrière, coloniale et néocoloniale contre l'Afrique. Et cela depuis plusieurs siècles. Le Nigeria du président Adebola Tinubu, pourquoi? Parce que le Nigeria héberge les forces de l'OTAN, le Nigeria redonne du champ à l'installation des troupes françaises, vous êtes au courant de cela. Le Nigeria, qui est pourtant en proie aux affres du terrorisme, a abandonné l'initiative de la lutte antiterroriste, alors même qu'il prétend être la première puissance militaire de la zone ouest africaine. Le Nigeria s'est permis de laisser Donald Trump venir bombarder les terroristes pour lui, afin précisément que Donald Trump se crée une jurisprudence de droit de bombarder dans n'importe quel pays africain sous quelque motif que ce soit. Et le motif mensonger pour lequel Donald Trump a bombardé le Nigeria sous nos yeux, le soi-disant géant nigérian, c'était pour protéger la communauté chrétienne à laquelle Trump n'appartient pas. Parce que si Trump est chrétien, c'est que le christianisme n'existe plus. Tout le monde est d'accord, connaissant le pédigré de M. Trump, que si celui-là est chrétien, c'est plus la peine d'être chrétien. Donc le motif qu'il a avancé pour venir bombarder le Nigeria, c'est évidemment le contrôle exacerbé des ressources pétrolières et gazières du Nigeria. C'est évidemment punir le Nigeria pour le patriotisme économique qui a vu Dangote commencer à raffiner le pétrole que les firmes britanniques, américaines, françaises voulaient continuer à raffiner pour elles-mêmes ad vitam aeternam. Mais c'est aussi pour rapprocher son infrastructure militaire des frontières de l'AES et menacer implicitement Niamey, Ouagadougou et Bamako de bombardements au motif qu'on trouvait, peut-être même qu'on viendrait y protéger aussi des chrétiens. De Nigeria. Voilà les pays qui sont à l'avant-garde, à l'intérieur de la CEDEAO. Maintenant, il y a quelques pays qui ont une attitude relativement passive. Un peu moins passive maintenant, l'attitude ghanéenne. Un peu moins passive, légèrement moins passive en parole, l'attitude sénégalaise. Mais ce sont toujours des pays qui sont sous l'influence de l'OTAN et dont le territoire est utilisé, qu'ils le veuillent ou non, qu'ils le sachent d'ailleurs ou non, pour les guerres d'influence de l'OTAN, du néocolonialisme français, de l'impérialisme occidental dans la sous-région et par conséquent pour la consolidation du terrorisme. Pour ce qui est de la France en tant que telle, mais en quoi attaque-t-elle, en quoi participe-t-elle à l'attaque contre le Mali? On y reviendra, puisque je vais donner la parole à l'ambassadeur spécial de la France au Sahel. Je voudrais que lui, il parle d'abord. Et c'est seulement après que je viendrai démontrer que tout ce qu'il a dit est faux. Et que la France ne peut pas faire partie de la solution du problème du terrorisme aujourd'hui en Afrique, puisqu'elle est en réalité l'une des causes du problème du terrorisme aujourd'hui en Afrique. On ne peut pas être un acteur du terrorisme en Afrique depuis le temps de la traite négrière jusqu'à maintenant le soutien aux groupes terroristes et prétendre participer à la lutte antiterroriste en Afrique. Ce n'est pas possible. Il y a là une contradiction logique insurmontable.
Mais pour ce qui est de la France, la méthode que je vais utiliser tout à l'heure vous intéresse beaucoup. C'est la méthode du contradictoire. Je vais laisser parler l'ambassadeur de France, envoyé spécial au Sahel, il s'appelle Christophe Guillou. Il a tenu une allocution de 3 minutes. 3 minutes. Le 18 avril passé, au Togo. Et si vous avez écouté cette allocution, vous comprendrez mieux ce qui s'est passé le 25 avril au Mali. Parce qu'en fait, je prétends pouvoir établir que son allocution était basée sur la certitude que les événements qui allaient se dérouler le 25 avril 2026 au Mali allaient se dérouler. La prétention à distordre, à manipuler, à plier la vérité, en réalité participait de la conviction que le terrorisme va l'emporter, que les régimes de l'Alliance des États du Sahel seraient inexorablement balayés. S'il n'avait pas une telle certitude, je ne vois pas où il a trouvé l'inspiration et l'énergie de mentir avec autant de tranquillité. C'est qu'il se savait assis sur un paramètre de puissance, sur une action qui se préparait. On va voir comment. Il y a d'autres acteurs. Ce sont les pseudo-opposants renégats. Les ennemis internes dont le président Assimi Goïta a parlé dans son discours, les ennemis internes du Mali. Celui qui s'est affiché d'une manière incontestable ces derniers jours, après Mahmoud Diko et après l'opposition des Boubou Sissé, etc., qui s'étaient réfugiés entre la Côte d'Ivoire et la France, celui qui s'est ouvertement affiché ces derniers temps, c'est l'ancien député, le docteur en médecine, ancien leader de l'association des élèves et étudiants du Mali, Oumar Mariko, ancien responsable du parti, de l'ex-parti Sadi. Je voudrais saluer ici mon jeune frère, l'excellent journaliste Abdoul Niang, qui a battu hier soir un travail de révélation formidable. Je vous demande d'écouter, si vous ne l'avez pas encore fait, la conférence qu'Abdoul Niang a délivrée hier sur le cas Oumar Mariko. Il est juste intéressant pour Oumar Mariko aussi d'entendre comment il s'est exprimé, pour comprendre qu'il était convaincu d'avoir de son côté, non pas simplement le soutien des terroristes, et bien d'Al-Qaïda et de l'État islamique, non pas seulement le soutien de l'Algérie et la Mauritanie où ils se promènent librement, mais également le soutien de la France et plus amplement la tolérance, la complaisance de l'OTAN. La vidéo dans laquelle Oumar Mariko exprime sa volonté de mettre son pays natal, le Mali, à feu et à sang, cette vidéo est disponible depuis hier sur plusieurs pages et je l'ai utilement, cet audio est disponible sur plusieurs pages et je l'ai utilement reproduit sur ma page Facebook. Je lui donne la parole si la connexion nous le permet. Autrement, je vous enverrai l'écouter à une autre occasion. Je vous enverrai l'écouter vous-même à une autre occasion. Commandement. Voilà. Le camp de Gao appartient au peuple malien. Et le camp de Gao n'est pas un camp à la solde des généraux couchés à Bamako. Il est pour le peuple malien et le camp de Gao est en discussion avancée avec le génie et le FLA pour l'assaut sur Bamako. Et maintenant, on demande à nos promotionnaires, à nos promos, à nos cadets et à nos aînés directs de s'associer à nous, de se désolidariser de l'armée détruite par les généraux. Les généraux, comment on appelle ça? Voilà, je m'arrête là. Je m'arrête à cet extrait où il parle en français parce que dans la suite de l'audio, il parle dans la langue bambara que tout le monde ne maîtrise pas. Je vous demande de vous référer à l'excellente émission que le journaliste Abdoul Niang, de l'AES TV d'ailleurs, a délivré hier sur ce sujet. Alors, Oumar Mariko est quelqu'un qui est un réfugié politique en France. Et que son action vient démontrer une fois de plus que c'est la France qui est la grande puissance derrière l'agression contre le Mali. Parce que Oumar Mariko
est ces dernières années réfugié en France. La France lui a ouvert tous ses médias de propagande traditionnelle. RFI, France 24, TV5, Jeune Afrique, Le Monde. Oumar Mariko est aujourd'hui l'homme affiché. Il était l'homme caché de Paris, maintenant c'est l'homme affiché. Son implication directe dans l'attaque du 25 avril ne vient pas seulement confirmer tout le mal qu'on a raison de penser de lui, à savoir que c'est un renégat du peuple africain, mais elle vient accuser la France, qui est sa parraine. C'est une preuve de plus que c'est bien la France qui est derrière l'attaque contre le Mali. Parce que lui, il bénéficie de la couverture, de la mansuétude, il bénéficie, il bénéficie de l'hospitalité de la France. Alors que très clairement, dans l'audio que vous venez d'écouter, il assume le fait de mener une action terroriste avec les groupes terroristes. Et c'est de ces groupes terroristes que l'ambassadeur de France, envoyé spécial au Sahel, va tenter de parler comme s'il ne les connaissait pas. Comme si ces groupes n'étaient pas ses alliés. Alors même que l'homme de la France, Mariko, lui, il assume dans l'audio que vous avez entendu. Donc, il y a donc des opposants renégats qui ont trahi le Mali, qui ont trahi l'Afrique, et qui ont décidé de s'associer aux groupes terroristes, à l'Algérie, à la Mauritanie, au régime fantoche d'Alassane Dramane Ouattara, au régime France-africain et néocolonisé de Talon, au régime fantoche de Tinubu, un régime accroupi sous l'impérialisme occidental et le néocolonialisme français, auquel il a offert le territoire nigérien, je vous le rappelle, le Nigeria, nouvelle base militaire française, c'est officiel. Ce sont ces gens-là qui attaquent le Mali. Mais maintenant, je vais donner la parole à M. Christophe Guilloux. Vous allez entendre sa version des faits. Mais en lui donnant la parole de cette façon, je me permettrai de l'interrompre. Christophe Guilloux, c'est l'ambassadeur de France envoyé spécial au Sahel. Il s'est exprimé le 18 avril 2026 sur la situation au Sahel. A parlé de toutes les puissances impliquées dans l'affaire du Sahel, mais n'a pas cité une seule fois le nom de l'Alliance des États du Sahel, indiquant par là que la diplomatie française ne reconnaît pas l'Alliance des États du Sahel, ce dont on s'en fout au passage. Parce que de toutes les façons, que la France aujourd'hui ne reconnaisse pas l'AES, ce n'est pas cela qui empêche l'AES d'exister. Comme on dit à Ouagadougou, content n'est pas content, content quand même. L'AES existe et le monde entier la reconnaît, peut-être sauf le gouvernement français actuel. Et comment peut-il ne pas la reconnaître, puisqu'il est obligé de toujours venir frapper aux portes de ces pays d'où son néocolonialisme est en train d'être complètement et de façon absolument disciplinée et conduit. Alors, on va s'adonner à un exercice que j'aime beaucoup. Cet exercice que j'aime beaucoup va consister à laisser parler M. Guilloux. On va le laisser parler une première fois pendant 3 minutes sans l'interrompre. Et puis une deuxième fois, on va le laisser parler en l'interrompant pour que je prouve phrase par phrase qu'il ment. Je vais prouver phrase par phrase que ce qu'il dit est faux. Vous comprenez? Voilà. J'ai préparé, les contradictions logiques contre les 9 thèses. Guilloux a défendu 9 thèses. Il a proféré 9 affirmations fausses en 3 minutes, ce qui est un record. Un record de mensonges. Condenser 9 gros mensonges dans 3 minutes d'allocution, ça c'est du domaine du championnat de la duplicité, du championnat du fauculisme. Donc, on va lui donner la parole. Vous allez l'entendre une première fois parler jusqu'au bout. Et une deuxième fois, vous allez l'entendre, mais là je vais l'arrêter pour démontrer étape par étape que c'est faux. Étape par étape que c'est faux. De telle façon que, quand on sortira d'ici, on se rendra compte que, en fait, l'ambassadeur Christophe Guilloux, d'une certaine façon, annonçait les événements du 25 avril en langage crypté. Pour ceux qui ont une oreille politique, ce qu'il a dit le 18 avril à Lomé annonçait tout naturellement ce qui s'est passé le 25 avril, à travers le Mali. À Bamako, à Kona, à Sévaré, à Gao, à Mopti, ce qui s'est passé
eh bien, à Kidal, ce qui s'est passé à Thessalite, ce qui s'est passé, eh bien, à travers le Mali, depuis ce jour fatidique du 25, qui a été ponctué par l'assassinat, eh bien, scrapuleux de notre cher frère, compagnon de lutte, le ministre d'État, ministre de la Défense, le général d'armée Sadio Kamara. En fait, d'une certaine façon, on aurait pu lire tous ces événements-là dans le discours de l'ambassadeur de France envoyé spécial au Sahel. Et moi, étant témoin de son discours, j'avais déjà lu ces événements et je n'ai pas manqué de tirer les conclusions que vous connaissez. J'avais vu dans ce discours l'annonce de la poursuite, du renforcement et de la consolidation de la déstabilisation terroriste de l'Afrique de l'Ouest et notamment de l'Alliance des États du Sahel par la coalition impériale terroriste. Pour moi, c'était très clair. Et quand je suis revenu de cette réunion de haut niveau au Togo, j'ai donné au moins une conférence pour dire ce qui allait se passer. Si vous écoutez la conférence que j'ai donnée avant le 25 avril, moi je suis revenu à Bamako le 21 avril du Togo, je me suis reposé 1 ou 2 jours de la communication sur les réseaux sociaux, je pense que c'est le 22 ou le 23 avril, allez écouter ma conférence du 23 avril, j'ai dit que l'impérial terrorisme se réorganisait pour nous frapper plus fort. Et j'avais déjà précommandé à cette occasion l'intervention du représentant français, en disant que son intervention consistait à dire que le terrorisme allait aller de l'avant. Et que pour lui, tant que tout naturellement la France n'avait pas été ramenée au centre du jeu, eh bien le terrorisme allait s'aggraver. Soit la France est au centre du jeu et elle peut calmer les organisations terroristes puisqu'elle les connaît très bien, soit la France n'est pas au centre du jeu et ça va s'aggraver. C'est comme ça que j'avais résumé l'intervention du ministre, de l'ambassadeur spécial envoyé de Macron au Sahel, envoyé de la France au Sahel. C'est comme ça que je l'ai comprise. Mais rétrospectivement, vous vous rendrez compte que ce que j'avais dit était incontestablement vrai. Malheureusement, trop vrai. Donc, on lui donne la parole et on le laisse parler pendant 3 minutes. Si vous écoutez naïvement, vous pourriez trouver son discours plutôt lisse, poli et même flatteur. Parce que c'est un discours qui est accompagné de boniments, de flatteries passagères. Mais gare à vous. Gare à vous, j'ai demandé non pas d'entendre son discours, mais de l'écouter. Ce n'est pas la même chose. Donnons la parole à M. Guillou. Donnons-lui la parole. Je vais regarder par ici si ça peut être plus rapide. Merci monsieur le ministre des Affaires étrangères de la coopération, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur, cher Robert Ducé, monsieur le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, messieurs les ministres, envoyés spéciaux, chers amis. Permettez-moi tout d'abord, à mon tour, de remercier le Togo pour son accueil et son hospitalité. La réunion qui nous rassemble aujourd'hui confirme son ambition comme pays de la médiation sous l'égide du président du Conseil, son Excellence Faure Gnassingbé. La France appuie tout effort visant au dialogue dans la région. La mobilisation des États et organisations ici présentes est encourageante et positive. Cela dit, la menace terroriste continue à s'étendre au Sahel. Les groupes terroristes affiliés à Al-Qaïda et Daesh continuent de se reconfigurer et de renforcer leur assise sur le continent. Le Sahel est la région la plus touchée par le terrorisme à l'échelle mondiale. Et cela doit nous alerter. Daesh et le JNIM sont capables de projeter leurs attaques
en direction des pays voisins. C'est toute l'architecture sécuritaire de l'Afrique de l'Ouest qui est désormais menacée. La France a joué tout son rôle pour faire reculer le terrorisme au Sahel, aux côtés des armées de la région et à leur demande. Elle est ensuite partie quand sa présence n'était plus souhaitée. La situation aujourd'hui est très différente. Le terrorisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations constitue une des menaces les plus graves contre la paix et la sécurité internationale. Pour porter des réponses efficaces et durables, nos efforts de lutte contre le terrorisme doivent s'inscrire dans une stratégie englobante permettant de traiter l'ensemble des causes de la menace, comme plusieurs intervenants l'ont rappelé. Nous appelons donc à laisser une place à l'action des institutions régionales africaines, l'Union africaine et les organisations régionales, dont la CEDEAO, qui joue un rôle incontournable. La France soutient le lancement d'opérations africaines de paix avec le soutien des Nations Unies, l'initiative d'Accra et les actions de formation que mène l'Union européenne et la France dans la région contribuent à cette réponse collective. Enfin, il est important de rappeler que les populations civiles sont les premières victimes des groupes djihadistes et des exactions des forces armées. Ces conflits ont des conséquences humanitaires désastreuses, avec un nombre croissant de personnes en besoin d'assistance alimentaire, de déplacés internes, de réfugiés, de victimes de violences sexuelles et fondées sur le genre. La France continuera donc à apporter un soutien vital aux populations quand elle le peut et dans le respect de la souveraineté des pays concernés. Nous continuerons d'accompagner le continent africain pour renforcer la résilience des communautés presque fini. sur le long terme. Nous devons continuer à travailler auprès des populations sur leurs besoins humanitaires, la lutte contre la pauvreté, les inégalités et le changement climatique, et œuvrer pour la promotion des droits de l'homme, les libertés fondamentales et le renforcement de l'état de droit. Je vous remercie. Merci. Voilà. Alors, bien que ça ait été parfois un peu interrompu à cause des bugs de connexion, vous avez entendu les 3 minutes et 24 secondes de l'intervention le 18 avril 2026 à la réunion de haut niveau organisée par la République togolaise pour sa nouvelle stratégie du Sahel. Intervention donc de l'ambassadeur envoyé spécial de la France pour le Sahel, Christophe Guy. Je vais montrer que cette intervention est composée de 9 gros mensonges. 9 mensonges flagrants. Et je vais utiliser une méthode que vous connaissez. Je le laisserai parler, je l'arrêterai à chaque fois pour démentir un mensonge avant de passer au suivant. On applique la méthode du contradictoire, qu'il déteste. On lui donne la parole. Opération de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur, cher Robert Ducé, monsieur le représentant
spécial du secrétaire général des Nations Unies, messieurs les ministres, envoyés spéciaux, chers amis. Permettez-moi tout d'abord, à mon tour, de remercier le Togo pour son accueil et son hospitalité. La réunion qui... Alors ça, c'est la partie Salam Alek, hein, ça fait partie des formules diplomatiques. Hein. C'est le moment où chacun peut se faire très flatteur, sans doute pour endormir la vigilance de ses adversaires, voire de ses ennemis. Rassemble aujourd'hui confirme son ambition comme pays de la médiation sous l'égide du président du Conseil, son Excellence Faure Gnassingbé. Alors au passage, il fait semblant là de flatter le Togo, de féliciter la République togolaise parce qu'elle est un pays de la médiation, mais il n'en pense pas moins que c'est la France qui devait jouer ce rôle. Et il est inévitable que le fait que le Togo ait pris l'initiative de chercher des solutions africaines aux problèmes africains va lui valoir eh bien, des manœuvres punitives de la diplomatie et de la politique française. C'est incontestable. C'est pas d'un très bon œil qu'il se voit obligé de venir se soumettre à une médiation organisée par le Togo, eh bien au Togo, entre le Togo et l'Alliance des États du Sahel. Il aurait préféré que cela se tienne à Paris. Donc il est incontestable que le Togo est, de mon point de vue, dans le viseur eh bien, de Paris, qui ne voit pas d'un bon œil sa montée en puissance comme puissance de médiation. Parce que c'est le rôle que Paris voulait s'arroger ad vitam aeternam. La suite. La France appuie tout effort visant au dialogue dans la région. Premier mensonge. Premier mensonge de Guillou. On écrit ensemble. Premier mensonge. La France appuie tout effort au dialogue dans la région. Ça veut dire clairement que Paris demande à Bamako, à Ouagadougou et à Niamey de dialoguer avec les terroristes. De dialoguer avec Iyad Agali, de dialoguer avec Mahmoud Diko, de dialoguer avec eh bien, les chefs du FLA, de dialoguer avec Oumar Mariko, qui quant à eux ont décidé de tuer ceux qu'ils appellent les généraux couchés à Bamako, qui quant à eux ont décidé de stopper la révolution souverainiste sahélienne. Donc, cette invitation au dialogue est une invitation criminelle. C'est une invitation d'autant plus criminelle que lorsque la France a été attaquée sur son sol par l'État islamique et par Al-Qaïda, par exemple le 13 novembre 2015, on n'a vu nulle part une initiative de dialogue prise par Paris. Où est-ce que la France d'Hollande, la France de Sarkozy, la France de Macron, où est-ce que cette France a dialogué avec les terroristes qui ont assassiné les journalistes de Charlie Hebdo? Où est-ce qu'elle a dialogué avec les terroristes qui ont assassiné plus de 130 personnes le 13 novembre 2015 au théâtre du Bataclan à Paris? Dites-moi où se sont tenus les pourparlers entre la France et les groupes terroristes qui l'ont attaqué. Elle vient recommander le dialogue aux pays africains attaqués par le terrorisme alors qu'elle-même ne le pratique pas. Cela veut dire que c'est de l'hypocrisie, c'est du mensonge. Il ne peut pas y avoir un dialogue entre des gens qui veulent imposer le règne de la mort, le règne du vol, du pillage, le règne de l'obscurantisme, et ceux qui veulent instaurer un état de droit d'inspiration africaine. Il ne peut y avoir que confrontation entre ces deux camps. Premier gros mensonge de l'ambassadeur Guillou, sa fameuse théorie du dialogue n'est rien d'autre qu'en réalité une entourloupe pour repositionner, non seulement au cœur du jeu politique, les groupes terroristes, pro-impérialistes, pro-néocolonialistes français que nous avons analysés tout à l'heure, et pour se repositionner elle-même, la France, au cœur de la médiation, afin de récupérer les billes qu'elle a perdues, ce qui explique sa dégringolade économique avancée actuelle. Premier mensonge, on l'écoute, il va continuer à mentir. La mobilisation des États et organisations ici présentes est encourageante et positive. Cela dit, la menace terroriste... L'expression « cela dit » introduit une opposition. Et dit, vous pouvez continuer à vous mobiliser. Et ça, c'est une moquerie contre le Togo. Au moment où le Togo veut lancer une nouvelle stratégie de diplomatie, de dialogue véritable, de dialogue direct avec les pays de l'Alliance des États du Sahel, lui vient dire que ça ne vaut rien. À travers
son expression, cela dit, il va passer à l'antithèse pour dire que cette réunion ne sert à rien. Pourquoi cette réunion, selon M. Guillou, ne sert-elle à rien? Écoutons-le patiemment. La menace terroriste continue à s'étendre au Sahel. Les groupes terroristes affiliés à Al-Qaïda et Daesh continuent de se reconfigurer et de renforcer leur assise sur le continent. Le Sahel est la région la plus touchée par le terrorisme à l'échelle mondiale et cela doit nous alerter. Et le JNIM sont capables de projeter leurs attaques en direction des pays voisins. C'est toute l'architecture sécuritaire de l'Afrique de l'Ouest qui est désormais menacée. La France... Deuxième gros mensonge. Deuxième gros mensonge de l'ambassadeur Christophe Guillou. Il dit les groupes terroristes Al-Qaïda et l'État islamique continuent leur progression. Daesh et le JNIM peuvent désormais attaquer et toute l'Afrique de l'Ouest est désormais menacée. Mais où est-ce que le JNIM, où est-ce que Al-Qaïda et l'État islamique prennent les armes? Où est-ce qu'ils prennent du renseignement satellitaire? Qui assure la propagande médiatique des leaders du JNIM, des leaders d'Al-Qaïda? Qui assure la propagande médiatique des leaders du FLA? C'est-à-dire des terroristes qui ensanglantent tout le Sahel. C'est exactement la France, à travers ses médias officiels, RFI, France 24, Jeune Afrique, médias officiels et affidés, TV5, l'AFP. Ce sont eux qui assurent la propagande des groupes terroristes qui attaquent l'Afrique. Et il vient présenter l'attaque des groupes terroristes contre l'Afrique comme étant une attaque délibérée, inexorable, isolée, à laquelle la France, les pays de l'OTAN, leurs alliés du Moyen-Orient, leurs proxys algériens, mauritaniens, leurs proxys ivoiriens, béninois, nigériens assisteraient passivement. En fait, il est en train de décrire l'action de déstabilisation du sous-continent par la France et par ses alliés opportunistes, action qui a pour but en réalité de repositionner la France dans ses bastions perdus, de redorer le néocolonialisme français et de lui redonner la possibilité de continuer ce qu'il a fait pendant des siècles, piller l'or, piller l'uranium, piller le manganèse, piller le coltan, piller le gaz. En fait, monsieur décrit l'action des terroristes comme étant en fait une menace. C'est une menace de l'impérialisme occidental et moyen-oriental contre les Africains, qui consiste à dire, si vous continuez à ne pas vouloir faire ce que nous voulons, c'est-à-dire si vous continuez à tenir des réunions comme celle que le Togo a organisée le 18 avril à Lomé, ben vous allez voir, nos hommes, c'est-à-dire nos mercenaires, nos terroristes, vont progresser jusqu'à Lomé. Ils vont menacer toute l'Afrique de l'Ouest. Le discours de l'ambassadeur français est clairement une menace. C'est un chantage. Mais dans ce chantage, il joue à la fois à la victime, alors même qu'il en est aussi coupable. Il joue à la victime parce qu'il dit, c'est parce qu'on a écarté la France du jeu de la lutte antiterroriste que la situation s'aggrave. Or, précisément, on va le voir, la responsabilité de la France dans l'expansion du terrorisme est scientifiquement incontestable. Mais comment peut-on écarter une puissance qui a participé à l'expansion du terrorisme et voir cette puissance venir menacer toute l'Afrique de l'Ouest? Eh bien, de déstabilisation si elle n'est pas remise à l'intérieur du jeu, dans le dispositif. Voilà la folie de ce deuxième argument. Voilà pourquoi c'est un argument faux. Je vous ai parlé en long et en large des deux principales organisations terroristes, à savoir Al-Qaïda et l'État islamique. Tout le monde sait que ce sont des organisations qui sont issues des services de renseignement américains, qui travaillent avec tous les pays de l'OTAN et en particulier qui travaillent avec les services français. Les principaux agents, par exemple du JNIM, eh bien, au Sahel, sont des agents de la DGSE française. C'est de notoriété que Iyad Aghali est un agent de la DGSE française. C'est de notoriété que les opposants Mahmoud Dicko, Oumar Mariko sont des hommes de Paris. Tout comme tous les autres hommes de paille qui, à partir d'Abidjan, à partir de Paris, à partir de Nouakchott ou à partir d'Alger, à partir de Cotonou comme à partir évidemment de Lagos, rêvent de déstabiliser le Mali en particulier et toute l'Afrique panafricaine, en fait l'Alliance des États du Sahel en général. Donc cela ne peut échapper à personne. Il présente la progression terroriste comme une fatalité, alors que cette fatalité est l'œuvre, entre autres de Paris. On verra comment. Laissons-le continuer à parler. La sécuritaire de l'Afrique de l'Ouest qui est désormais menacée. La France
a joué tout son rôle pour faire reculer le terrorisme au Sahel. Faux. Troisième mensonge. Troisième mensonge. Quand il dit que la France a joué tout son rôle pour faire reculer le terrorisme au Sahel, l'ambassadeur Guillaume ment. Et je vais donner les preuves que la France a plutôt joué un rôle d'aggravateur du terrorisme au Sahel. Premièrement, il ment parce que la France a participé au saccage de la Libye qui a entraîné la déstabilisation du Sahel en 2011. Vous notez les raisons? Parce que certains d'entre vous, vous allez débattre là sur les réseaux sociaux. Vous allez même parfois débattre en famille. Vous allez débattre dans les diasporas, en Europe, en Amérique, en Asie. Il faut que vous alliez au débat étant outillé par le docteur des preuves. Le professeur des preuves est au travail. Celui qui vient ici et qui repart faible dans le débat est une honte pour l'Afrique. Donc, notez les preuves que c'est la France qui est, après l'OTAN, dirigée par les États-Unis, la France qui est la puissance la plus impliquée dans la déstabilisation de l'Afrique actuelle. Il faudrait que vous notiez cela. Notez les preuves. Même si on vous amène, comme moi on me traîne maintenant, dans les tribunaux de France et de Navarre, vous déballez les preuves sans difficulté. Première preuve, la France a participé à la coalition mensongère qui a détruit la Libye en 2011. Et cette destruction de la Libye, qui a été faite donc par l'OTAN, a été faite en association avec les deux principales organisations terroristes, Al-Qaïda et l'État islamique, et plusieurs pays du Moyen-Orient, dont notamment l'armée du Qatar. Première raison. Première preuve du soutien et de la participation à l'action terroriste de la France. Le rôle de la France dans la situation libyenne. Vous notez, preuve 1. Preuve 2. Je demande de noter les preuves. Ici, on est à l'école. C'est l'université libre de l'Afrique des libertés. Personne ne dort dans la classe. Preuve 2. Je connais des gens qui sont assis en Côte d'Ivoire, qui écoutent NCI et tous ces médias mensongers. Des médias où on n'a pas le courage de la vérité et qui ne sont pas capables de faire valoir les arguments. Quand on dit que la France est au cœur du terrorisme en Afrique, on commence, laissons l'histoire longue. Parce que si on parle de la traite négrière, si on parle de la colonisation, eh bien, de toutes les façons, on va la retrouver avec beaucoup d'autres puissances qui ont fait la même chose. On parle du terrorisme. Le terrorisme a apparence religieuse. Parlons de ça. La France est un acteur majeur. Pour la première raison, elle a participé à l'agression impériale terroriste de 2011 contre la Libye. Pendant 6 mois, ils ont détruit la Libye, ils ont assassiné Kadhafi, et les motifs qu'ils avaient avancés étaient faux. Ce n'était pas pour la démocratie, ni par amour du peuple libyen. C'était parce que Kadhafi s'apprêtait à mettre en place une monnaie dinar-or qui devait mettre fin à la suprématie du dollar, à la suprématie de l'euro, à la suprématie du franc CFA en Afrique. C'est la raison principale qu'ils ont avancée pour tuer Kadhafi. Et on trouve cette raison dans les emails de Mme Hillary Rodham Clinton, dans ses échanges directs avec son conseiller Sidney Blumenthal. Ces preuves sont connues par tous ceux qui possèdent mon maître ouvrage, l'impérial terrorisme. Deuxième preuve que la France participe activement au terrorisme en Afrique, c'est l'anecdote Lavrov-Fabius. Notez, preuve 2, l'anecdote Lavrov-Fabius. L'anecdote Lavrov-Fabius. Le ministre Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, a rapporté à la presse internationale l'anecdote suivante. En 2013, lorsque la France se préparait à intervenir, eh bien, ici au Mali, sous couvert de combattre les groupes terroristes avec lesquels elle avait pourtant activement détruit la Libye, la France s'est adressée à la Fédération de Russie en demandant que celle-ci ne fasse pas usage de son droit de veto au niveau du Conseil permanent de sécurité des Nations Unies. Partagez massivement l'émission pour qu'elle ne soit pas dérangée, mes chers amis. Partagez massivement. Quand la France a demandé cela, à la Russie, le représentant de la Fédération de Russie, à savoir donc le ministre Lavrov, a répondu au ministre français des Affaires étrangères qui s'appelait à l'époque Laurent Fabius. Il a dit ceci à Laurent Fabius. La Russie
ne s'oppose pas à votre volonté de combattre les terroristes au Mali. Mais je voudrais te rappeler, mon cher Laurent, que vous vous apprêtez maintenant à combattre au Mali les mêmes terroristes que vous avez armés en Libye. Réponse de Laurent Fabius, très tristement célèbre. C'est la vie. Preuve numéro 2. Preuve numéro 2. Laurent Fabius avoue la duplicité terroriste de la France. La France, qui a participé avec les organisations terroristes à détruire la Libye, prétend maintenant combattre ses propres mercenaires au Mali. Preuve numéro 2. Troisième preuve, une citation d'Emmanuel Macron, l'actuel président de la République française. Emmanuel Macron s'exprime dans le journal Le Figaro du mois de juin 2017. Et Macron dit ceci dans Le Figaro du mois de juin 2017. Nous, Français, nous avons eu tort de faire la guerre contre la Libye, car il en a résulté partout des États sahéliens faillis et des groupes terroristes qui prospèrent. Fin de citation. Preuve numéro 3, aveu de Macron. Macron lui-même dit, nous sommes responsables. Nous avons eu tort de faire la guerre contre la Libye, car il en a résulté partout des États sahéliens faillis et des groupes terroristes qui prospèrent. Est-ce que vous avez compris? Preuve numéro 3, délivrée par le président Macron lui-même. Le président Macron lui-même. Continuez à partager massivement le live côté TikTok. Si nous avons le moindre souci, je vais le relancer sans difficulté. Très bien. On passe à la preuve numéro 4. Je prends la preuve numéro 4 dans la bouche de M. Christian Cambon. Christian Cambon était, au moment de cette preuve, le président de la commission de la défense. Christian Cambon était le président de la commission de la défense au Sénat français. Et il a dit ceci, je le cite. Il a dit: le Mali regrettera de s'être séparé brutalement des troupes françaises. Citation de Christian Cambon, sénateur, président de la commission défense au Sénat français. Quand le Mali demande à l'armée française de quitter son sol, voilà ce que dit Christian Cambon, un homme hautement avisé. Le Mali regrettera amèrement de s'être brutalement séparé. Non, le Mali paiera très cher. Il paiera très cher le fait de s'être brutalement séparé de l'armée française. Christian Cambon. Ça fait preuve numéro quoi? Autant 1, 2, Lavrov Fabius, 3, Macron, 4, Christian Cambon. Donc le Mali est en train de payer, vous avez compris? C'est pour ça qu'on soutient Iyad Agali, on soutient Mahmoud Diko, on soutient Mariko contre le Mali. Vous avez compris pourquoi? On soutient le JNIM, on soutient Al-Qaïda contre le Mali. Vous avez compris pourquoi il y a toute une campagne française pour soutenir ces groupes terroristes qui attaquent le Mali. Christian Cambon l'avait annoncé. C'est une promesse qui est tenue. On continue. Preuve numéro 6. Preuve numéro 6. Un courrier officiel signé par 17 pays occidentaux au mois de décembre 2021, menaçant le Mali, interdisant au Mali de nouer des relations étroites avec la Fédération de Russie sous peine de sanctions. C'était en décembre 2021. Comme le Mali a persisté à vouloir diversifier ses relations diplomatiques, dès le 9 janvier 2022, le Mali était frappé par des sanctions illégales, criminelles et inhumaines de la CEDEAO, et ces sanctions avaient été ordonnées par la France. Le président Macron, ses ministres de la Défense et ministres des Affaires étrangères avaient promis d'actionner la CEDEAO contre le Mali. Ce qui fut dit, fut fait. Ça fait preuve numéro quoi? Numéro 6. J'ai encore d'autres preuves. Preuve numéro 7. Preuve numéro 7 que la France est à l'avant-garde de l'expansion du terrorisme en Afrique.
La preuve numéro 7, c'est la violation du territoire malien par des journalistes français sans visa. Une violation vient d'avoir lieu dans ce mois même, qui vient de passer le mois d'avril 2026. Lorsque les terroristes ont fait une pénétration dans la ville de Thessalite avant d'en être délogés, des journalistes français convoyés depuis le territoire algérien sont entrés dans la ville de Thessalite pour faire un reportage qui a été publié il y a quelques jours sur TV5. Un micro-reportage de 3 minutes. Des journalistes d'État français, travaillant pour une chaîne d'État, TV5, une chaîne d'État, sont entrés dans le territoire malien en compagnie des groupes terroristes pour faire un reportage ayant pour but de prouver que la ville de Thessalite serait tombée entre les mains des terroristes du JNIM et du FLA. Pour prouver cela, ils sont entrés au Mali. Je rappelle qu'ils sont entrés au Mali sans visa. Mais les prisons françaises sont remplies d'hommes qui ont été arrêtés parce qu'ils sont sans visa en France. Les journalistes français sont entrés ici au Mali sans visa. Violation du territoire malien. Et ils sont entrés aux côtés des groupes terroristes. Protégés par les groupes terroristes. On est déjà à combien? On est à la preuve numéro 8. Mais ce n'est pas fini. En Syrie, un groupe multinational français important, le groupe Lafarge, a été repéré et condamné pour financement direct du terrorisme. Ça fait preuve numéro 9. Financement direct du terrorisme. Le groupe français Lafarge. Un procès à Paris l'a condamné. Probablement encore du bout des lèvres. On continue. Preuve numéro 10. Là maintenant je ne compte plus. C'est vous qui comptez. Article de France 24, publié le 30 juillet 2014. Dans cet article, il est précisé que la France est le premier banquier des djihadistes au Sahel. Et que la France finance les djihadistes en leur payant des rançons. Et que certaines de ces rançons sont opportunistes. C'est-à-dire qu'on commence par vous donner un otage et en faisant semblant de libérer cet otage, on vous finance, votre organisation terroriste. Au point que dans le reportage de France 24, tiré des archives américaines, on fait parler un chef terroriste qui dit que les rançons sont une manne tombée du ciel. On est déjà à 10 preuves au moins, n'est-ce pas? Mais je donne une 11e preuve. Les témoignages des terroristes qui ont été arrêtés ici au Sahel et qui rendent compte du fait qu'ils sont entraînés, entre autres, par des agents français, par des agents européens, par des agents ukrainiens. Ah, je n'ai pas beaucoup parlé de l'Ukraine, mais l'Ukraine, c'était un succédané de l'OTAN. Les témoignages directs. Il y a même en dernière date un terroriste qui a témoigné, qui a expliqué qu'ils ont été entraînés par des agents européens, dont français et ukrainiens. Ça fait déjà 11 ou 12. J'ajoute une dernière. Des soldats français qui ont été arrêtés sur le champ d'opération ou tués sur le champ d'opération. Des opérations terroristes. À l'instar d'un certain Quentin Rougier. Tout le monde a vu le corps de l'agent de la DGSE, Quentin Rougier, mort au combat dans l'attaque, si je ne m'abuse, de l'aéroport au Niger. L'aéroport, président Hamani Diori à Niamey, il y a un officier de la DGSE qui a trouvé la mort. Je pense que c'était là-bas, Quentin Rougier. Oui ou non? Bon, écoutez, je viens de vous donner 12 preuves pour fermer la bouche à ceux qui mentent dans les médias français. À ceux qui, françaises ou français, veulent s'enfermer dans la mauvaise foi, le mensonge, le cynisme. Je viens de vous donner 12 preuves incontestables du soutien de la France au terrorisme. Je n'ai même pas cité ici les accusations du Mali, du Burkina Faso, du Niger, les accusations formelles introduites devant le Conseil de sécurité des Nations Unies par le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Je n'ai même pas cité toutes les accusations formelles des dirigeants nigériens, maliens ou burkinabés. Je n'ai même pas cité l'encyclopédie des preuves qu'incarne à lui tout seul le président Abdourahmane Tchani, l'un des hommes les mieux informés du Sahel. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Vous avez entendu ce qu'il avait dit le 13 novembre? Le 13 novembre 2025, il avait annoncé tout le schéma auquel nous sommes confrontés aujourd'hui.
Je ne cite pas ça. Je cite des preuves sur lesquelles j'ai travaillé scientifiquement. Donc, comment ce monsieur peut-il nous dire que, citation, comment l'ambassadeur Guillou, avec tout ce que je viens de citer, comment peut-il nous dire que la France a joué tout son rôle pour faire reculer le terrorisme au Sahel? On devrait plutôt dire que la France a joué tout son rôle pour répandre le terrorisme au Sahel. Et pour quelle raison? Parce qu'elle refuse de reconnaître aux États africains, qui étaient ses anciennes colonies, ses anciens territoires sous tutelle, elle refuse de leur reconnaître le droit de gérer leurs affaires eux-mêmes, de disposer d'eux-mêmes. Elle refuse de négocier avec eux en partenaire d'égal à égal, dans une logique gagnant-gagnant. Elle refuse de reconnaître les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les crimes économiques qu'elle a commis. Elle refuse de reconnaître ce que Chirac a pourtant reconnu avant de mourir. La France refuse de reconnaître ce que Chirac a reconnu avant de mourir. À savoir qu'on oublie souvent une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent que nous avons en France vient de l'exploitation de l'Afrique depuis des siècles. Et qu'il faut, et il est temps, de rendre aux Africains au moins une partie de ce qu'on leur a pris. D'autant plus que l'on souhaiterait éviter des pires convulsions dans les siècles à venir. Voilà ce que disait Chirac, vieillissant et mourant. Lui-même qui avait participé à la truanderie anti-africaine. Vous comprenez? Donc voilà, je vous ai donné une douzaine de preuves. Personne qui a écouté cette conférence ne peut repartir avec le moindre doute sur la responsabilité de la France dans l'expansion du terrorisme au Sahel. Une seule de ces preuves suffit à condamner la France. Je vous en ai donné 12. Pourtant, en droit, on n'a pas besoin de 12 preuves. Une seule suffit. Et je parle ici sous le contrôle des meilleurs juristes, dont les avocats de l'Institut de l'Afrique des Libertés. Je salue Maître Ndjifutao Woshawa Boubek, le patron du collectif des avocats de l'Institut de l'Afrique des Libertés, qui d'ailleurs, le 7 mai prochain, sera à mes côtés pour me défendre face à l'un des envoyés du régime Macron pour le harcèlement judiciaire contre ma personne, à savoir l'ancien ambassadeur de France au Niger, Sylvain Ité. On n'a pas besoin de plus, d'une preuve que la France participe au terrorisme au Sahel pour l'accuser. Or, personne ne peut me dire que une seule des 12 preuves que j'ai données soit fausse. Personne ne peut le dire. On n'a pas trouvé Quentin Rougier sur le champ de bataille, aux côtés des terroristes, avec eux, parmi eux. N'a-t-il pas trouvé la mort? N'a-t-il pas formellement été identifié comme tel? Oui, c'est une preuve. Je ne parle même pas du lieutenant-colonel qui a été arrêté ici, accusé de participer au coup d'État contre le Mali. Ça, c'est autre chose. Je ne cite même pas les preuves données par les dirigeants sahéliens. N'a-t-on pas les témoignages des gens qui sont arrêtés? N'a-t-on pas l'article de France 24 qui témoigne du financement du terrorisme par les rançons? N'a-t-on pas la citation de Macron reconnaissant la responsabilité de la France dans l'expansion du terrorisme au Sahel? N'a-t-on pas la menace de Christian Cambon? N'a-t-on pas l'anecdote Lavrov-Fabius? N'a-t-on pas la liste des pays de l'OTAN qui ont participé au saccage de la Libye? Mais qu'est-ce que les Africains veulent avoir pour être convaincus qu'on ne peut pas continuer à considérer en réalité la France comme capable de participer à la solution du problème? La seule chose que la France a à faire aujourd'hui, c'est de mettre fin à son implication dans l'expansion du terrorisme. Comme le lui a rappelé ouvertement, le représentant de l'AES, la commission de l'AES nationale du Burkina Faso, le ministre Bassolma Bazié, a dit, et il l'a dit en face à M. Guillou, j'étais assis, ils étaient face à face à Lomé. Il lui a dit, reprenez vos mercenaires, reprenez vos terroristes et on aura la paix. La seule chose que la France puisse faire pour contribuer à la paix au Sahel et en Afrique, c'est de cesser d'armer, de financer, de médiatiser, de soutenir et de défendre les plans terroristes. Si elle le fait, les derniers groupes de mercenaires qui sont sur le terrain vont déposer spontanément les armes. Car la seule source de confiance que ces gens puissent avoir leur vient du soutien de la France et par extension du soutien de l'OTAN. Et de leurs comment on va dire, de leurs affiliés locaux
hein, l'Algérie, la Mauritanie, la Côte d'Ivoire de Ouattara, etc. C'est de là que vient la confiance des terroristes. Elle ne vient pas simplement de la certitude de se retrouver au ciel après avoir tué des innocents et après s'être fait tuer. Elle ne vient pas seulement des billets de banque de CFA qui leur sont donnés, d'autant plus facilement qu'on les fabrique gratuitement à Chamalières. Non! La confiance leur vient de l'idée qu'on leur promet d'exercer le pouvoir. Et que derrière eux, il y a la puissance déclinante de la France qui leur promet de les amener au gouvernement à Bamako, de les ramener au gouvernement à Ouagadougou, de les ramener au gouvernement à Niamey. D'ailleurs, c'est ça la grande promesse que le renégat terroriste Mariko Oumar a faite à ses acolytes, ceux qui ont trahi le Mali. Mariko leur a promis qu'ils vont exercer le pouvoir, qu'ils vont rentrer dans l'histoire par la grande porte. Pourquoi? Parce qu'il y aurait tout naturellement la France et l'OTAN derrière lui, à travers les groupes terroristes, dont il est clairement maintenant un membre. Donc, je continue à le laisser parler, monsieur Guillou. A joué tout son rôle pour faire reculer le terrorisme au Sahel, aux côtés des armées de la région. C'est faux. Là, je vais souligner donc le mensonge suivant. La France est intervenue, ça c'est le 5e mensonge. Il dit, la France est intervenue aux côtés des armées de la région et à leur demande. Écoutez, ce n'est pas vrai. D'abord, quand la France a envoyé son armée au sol au Mali, elle n'a pas répondu à une demande du Mali. Nous avons le courrier écrit début janvier 2013, autour du 9 janvier. Ce courrier a d'ailleurs été publié sur le site du Sénat français, où nous l'avons trouvé. C'est le courrier qui a été écrit par celui qui était alors président par intérim de la République du Mali, le professeur Dioncounda Traoré. Il est vivant, il est à Bamako ici. On peut toujours aller lui demander ce qu'il avait écrit. Et il témoignera. Le professeur Dioncounda Traoré avait demandé à la France un appui-feu aérien et que la France apporte du renseignement satellitaire à l'armée malienne. Il a demandé 2 choses. Appui-feu aérien et renseignement satellitaire. Mais alors qu'il a demandé 2 choses, Hollande lui a forcé la main. Il a fait atterrir plus de 6500 soldats français sur le sol malien. Dioncounda Traoré, président par intérim du Mali, a été mis devant un cas de fait accompli. Les armées de la région. Et face à une armée malienne qui s'était délitée et qui avait été manipulée par les mêmes pour renverser le patriote, le général d'armée, Amadou Toumani Touré, qui ainsi était puni par l'OTAN pour avoir refusé d'accepter que le commandement militaire de l'OTAN s'installe au Mali, parce que c'est pour cela qu'il a été renversé. On a instrumentalisé les soldats maliens pour le renverser, au motif que ce serait lui qui aurait trahi le Mali, alors qu'en réalité, il avait été affaibli par des calomnies, mais aussi il avait été ciblé et condamné a priori dès lors qu'il avait refusé l'installation ici à Bamako du commandement de l'OTAN, de l'Africom, de la force américaine pour l'Afrique, qui a fini par s'installer à Stuttgart en Allemagne et qui lui a gardé dans. Donc derrière le coup d'État qu'il a renversé, il y avait l'OTAN, incontestablement. Donc il dit qu'ils sont intervenus aux côtés des armées et des gouvernements. Alors qu'en fait, ils ont éclaté les armées, ils ont explosé les armées. C'est l'action séditieuse de Paris, de Washington, de l'OTAN qui a divisé les armées sahéliennes. Tous les problèmes qui étaient à l'intérieur de ces armées, dont certains problèmes sont endogènes, car tous les problèmes de l'Afrique ne viennent pas des pays non africains. Il faut que ce soit clair pour tout le monde. Mais on exacerbe les divisions ethniques, on exacerbe les divisions régionales, on exacerbe les divisions religieuses, on multiplie les calomnies, on fabrique des diffamations pour s'aimer la fin de la confiance entre la troupe et ses chefs, et ainsi on frappe le pays et on restaure un gouvernement, un régime fantoche. Donc, 5e mensonge, quand il dit que la France est intervenue aux côtés des armées et de la région à leur demande, ce n'est pas vrai. La France les a mises toutes devant le fait accompli. Et qui plus est, quand elle est venue, la France, elle en a profité pour faire venir les autres pays européens.
Ils n'ont pas demandé la permission. Hein. La France a forcé la main à tous les pays de la région sahélienne pour accepter l'arrivée des forces européennes qui sont venues appuyer le plan de recolonisation de la sous-région par la France. Et c'est ce qui explique cette devise qu'on a trouvée dans une résidence de l'Union européenne et de la France à Niamey. La paix, on peut l'éviter. La méthode qu'ils ont utilisée, c'est éviter la paix. Provoquer le chaos partout pour s'imposer et faire que le pillage de cette région continue. Donnons-lui la parole pour qu'il dise le 6e mensonge. Et alors on demande. Elle est ensuite partie quand sa présence n'était plus souhaitée. La situation aujourd'hui est très différente. La situation, dit-il, est très différente, mais c'est un mensonge. La situation était pire quand la France et l'Union européenne étaient ici. Quand l'ONU était ici, le terrorisme s'était installé partout. Les groupes terroristes n'étaient pas réprimés. Comparez simplement les actions qui ont été menées contre les terroristes sous la présence française, la présence européenne, la présence onusienne, aux actions qui sont menées contre les terroristes ici au Sahel depuis que l'armée française s'est retirée. Depuis que les soldats de l'ONU se sont retirés. Depuis que les soldats de l'Union européenne se sont retirés, le taux de mortalité des terroristes a augmenté de manière vertigineuse. Une vie de terroriste se rapproche en durée du temps d'une vie d'une mouche depuis que les parrains du terrorisme se sont retirés. C'est un fait. Vous avez aujourd'hui tous les reportages qui sont produits par les radios-télévisions officielles sahéliennes. Ici au Mali, vous avez des émissions qui vous relatent au quotidien des victoires éclatantes contre le terrorisme. Avec preuve. Vous avez au Burkina Faso, je salue ici l'excellent bienvenu Taonsa. Vous avez constamment les preuves officielles du combat victorieux des forces du Burkina Faso contre les organisations terroristes. Au Niger, le même travail est abattu. Abdoulaye Timoro, je te salue. Comme je salue ici à Bamako, Ibrahima Traoré et son Sigma, qui travaillent bien. L'ORTM, qui travaille du tonnerre pour nous donner les faits. Ce qui se passe sur le terrain. Donc, où est-ce que ce monsieur prend de l'énergie pour débiter son 5e mensonge selon lequel, son 6e mensonge selon lequel la situation est différente. En quoi la situation est-elle différente? Écoutez, Paris a connu un attentat en 2015, le 13 novembre 2015, on a tué 130 personnes dans une salle de cinéma en plein Paris. 130 dans une salle de cinéma en plein Paris. Est-ce pour autant qu'on a dit que la France était entièrement livrée au terrorisme? Aux États-Unis, le 11 septembre 2001, on a tué combien de personnes selon les décomptes officiels? 4000. Une journée. Est-ce pour cela qu'on a dit que les États-Unis étaient en proie au terrorisme? Pourtant, les 4000 morts d'une journée aux États-Unis rattrapaient presque tous les morts d'une année dans certains pays en Afrique, morts du terrorisme. On a vu une série d'attentats terroristes qui ont frappé tous les pays européens jusqu'à l'Angleterre, l'Espagne, tout ça là, ont été balayés par des attentats terroristes. Est-ce pour autant qu'on a dit que ces pays-là étaient livrés au terrorisme? On essaye absolument de dramatiser la situation sahélienne parce que cela permet de justifier les plans de l'OTAN, les plans de recolonisation. Voyons la suite du propos de Guillaume. Il va mentir maintenant pour il va débiter son 7e mensonge. 7e mensonge. Le terrorisme, sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations, constitue une des menaces les plus graves contre la paix et la sécurité internationale. Là, quand il dit le terrorisme sous toutes ses formes, il oublie que la traite des Noirs est une action terroriste que l'Occident a perpétrée. Or, la France s'est opposée, n'est-ce pas? Elle a refusé de voter pour la résolution du mois de mars aux Nations Unies qui reconnaissait la traite négrière comme le plus grave crime commis contre l'humanité. Parce que là, on a tué des centaines de millions de Noirs. Ce n'est pas seulement 6 millions, mais des centaines de millions sur plusieurs siècles. Ils ont refusé de signer. Ils ont refusé de reconnaître ce crime. Mais la colonisation, qu'est-ce que c'est? C'est du terrorisme.
Les colons, les colonisateurs sont des terroristes. Comme on le voit aujourd'hui avec les sionistes contre le peuple palestinien. Et que fait-on des 100 coups d'État français organisés entre le 20e et le 21e siècle contre le peuple africain? Que fait-on des guerres civiles instrumentalisées par les puissances occidentales? Par exemple, non, la guerre du Biafra, instrumentalisée par la France, la Grande-Bretagne, pour contrôler les puits de pétrole nigériens. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Quand il dit toutes les formes de terrorisme, est-ce qu'il s'oublie? Qu'est-ce qu'on fait de l'aveu de Nicolas Sarkozy devant une commission européenne selon laquelle l'Europe est de tous les continents le plus sauvage, le plus barbare, le plus brutal? Quand il dit ce n'est pas l'Afrique, ce n'est pas l'Asie, ce n'est pas l'Amérique, c'est l'Europe qui est vraiment la patrie de la brutalité humaine exacerbée. Quand Sarkozy dit cela, de quoi nous parle ce monsieur? Alors, il utilise une notion qui ne doit pas vous échapper. C'est la notion de paix et de sécurité internationale. Quand un diplomate dit que ce qui se passe dans un pays ou dans une région menace la paix et la sécurité internationale, il a derrière la tête un plan. C'est de faire entrer en action un dispositif particulier du droit international qui se trouve dans la Charte des Nations Unies de San Francisco 1946. C'est le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Selon ce chapitre, lorsqu'un pays ou une région constitue une menace pour la paix et la sécurité internationale, il est nécessaire d'accorder un droit d'ingérence des grandes puissances de la communauté internationale pour stopper ce qui se passe dans ce pays. Donc en fait, présenter la région comme étant une menace pour la paix et la sécurité internationale, c'est essayer in fine d'incriminer les États de la région et de les soumettre à l'éventualité d'une résolution des Nations Unies autorisant l'intervention américaine, l'intervention française, l'intervention britannique, sous le drapeau tout naturellement de l'ONU, et ainsi permettant à Paris de se repositionner sous couvert d'intervention internationale pour protéger les populations, se repositionner sur les réserves d'or maliennes, les réserves d'uranium nigériennes, les réserves d'or burkinabé, les réserves de manganèse, bref, se repositionner sur son magot perdu, son butin de vol perdu, par son délogement du Sahel. Vous comprenez l'entourloupe? C'est de cela qu'il est question. La suite, il va encore mentir et on va encore le contredire. Pour porter des réponses efficaces et durables, nos efforts de lutte contre le terrorisme doivent s'inscrire dans une stratégie englobante. Ça, c'est son septième ou plutôt 8e mensonge. La notion de stratégie englobante. Vous voyez, dans le mot englober, ça veut dire intégrer la France dedans. Intégrer les États-Unis dedans. Intégrer l'Union européenne dedans. Intégrer toute l'ONU dedans. Bref, ramener tous les ennemis de l'indépendance, de la souveraineté africaine sur le sol africain, sous couvert de la lutte antiterroriste, de la lutte anticlimatique, de la lutte contre les violences de genre, de la lutte pour la démocratie et la bonne gouvernance et l'état de droit, de la lutte pour les droits de l'homme. Hein? Le mot qui est lâché, c'est le mot englobant. C'est-à-dire, remettez-nous dedans. Nous qui avons détruit la Libye, nous qui avons saccagé le Sahel, nous qui armons Al-Qaïda et l'État islamique, mettez-nous dans toutes vos réunions, comme nous sommes ici à Lomé, continuez à nous associer à tous vos secrets, parce que de toutes les façons, il faut absolument que nous soyons les maîtres de la situation africaine, sans quoi nous allons nous effondrer. Au secours, puissance en déclin veut recoloniser l'Afrique pour retrouver un bain de jouvence. Laissons-le parler lui-même. Pourquoi il parle de stratégie englobante? Pourquoi ils veulent englober l'Afrique? C'est un peu comme la Belgique qui veut avaler le Congo. C'est assez marrant. La Belgique n'a même pas la taille de la région de Kinshasa. Et le roi des Belges s'est levé un jour pour prétendre qu'il va vendre le Congo à son royaume. Ça froulaille. Une grenouille qui veut avaler un bœuf. Mais voilà la stratégie de ces gens. L'Afrique, c'est le plus grand continent. Permettant de traiter l'homme. L'Afrique, c'est le plus grand continent de ce monde. C'est le continent le plus riche. Et vous voulez l'englober. Mais comment vous, qui êtes en fait les continents les plus pauvres, voulez englober le continent le plus riche? C'est vous qui devriez, à la limite, faire profil bas. Parce que l'Afrique est plus riche que vous. Vous devriez faire profil bas pour faire de bonnes affaires avec les Africains. Vous voulez faire
Eh bien, profil gros, profil haut. Alors même que vous n'avez pas d'or dans votre sol, vous n'avez pas de manganèse, vous n'avez pas de coltan, vous n'avez pas d'uranium, vous n'avez pas de bauxite, vous n'avez pas d'aluminium. Et c'est vous qui parlez fort. C'est vous qui vous mêlez des affaires africaines, alors même que c'est l'Afrique qui devrait vous accorder des ajustements structurels. Parce que vous n'avez rien. Comme l'a dit Jacques Chirac, une très grande partie de l'argent que vous avez dans vos poches vient de l'exploitation de l'Afrique depuis des siècles. Un proverbe africain dit Mouna Nyongo Abou Kite Owa Bambele Mokonda. Quand ton frère te dépasse, porte sa chaise. L'Afrique vous dépasse. Portez sa chaise. Et vous voulez inverser les choses, vous voulez englober l'Afrique. Vous voyez? Vous comprenez que c'est une stratégie d'encerclement, c'est une stratégie d'enveloppement, c'est une stratégie de strangulation, d'étranglement de l'Afrique. C'est ce que j'ai appelé l'oignon géostratégique. Vous vous en souvenez? Premier cercle, gros cercle de l'oignon, l'OTAN. Deuxième cercle de l'oignon, les pays de la CEDEAO. Troisième cercle de l'oignon, les groupes terroristes. Je ne vous avais pas dit, autour de l'AES, qu'ils avaient mis en place un oignon géostratégique. Donc, ils veulent une stratégie englobante. Et laissons-le, il va citer lui-même, ceux qui doivent venir englober le Sahel. Ceux qui doivent venir englober l'Afrique. C'est qui? Allons-y. L'ensemble des causes de la menace, comme plusieurs intervenants l'ont rappelé. Nous appelons donc à laisser une place à l'action des institutions régionales africaines. L'Union africaine et les organisations régionales, dont la CEDEAO, CEDEAO 2. Un rôle incontournable. La France soutient l'ensemble d'opérations africaines de paix avec le soutien des Nations Unies. ONU 4. L'initiative d'Accra et les actions de formation que mène l'Union européenne. Union européenne 5. Dans la région Vous avez entendu les 5 diables qu'ils veulent réintroduire au cœur du jeu, ici en Afrique. Vous avez entendu les 5 démons? Notez les 5 démons. Jamais on va les réintroduire au centre du jeu. Dans la révolution africaine, ceux-là, ils ne vont jamais plus se retrouver au centre du jeu. Écoutons les 5 démons. Démon, cité numéro 1, la CEDEAO. On est en train de parler du Sahel, hein? Il parle de la CEDEAO. Alors que la CEDEAO, c'est l'organisation qui a failli. C'est l'organisation anti-sahélienne. L'organisation néocolonisée, l'organisation à plat ventriste, rampante, ennemie de la liberté et de la souveraineté africaine. Deuxième démon cité, l'Union africaine. Ça, Froulaye. Mais l'Union africaine, si elle était africaine, ça se saurait, elle serait au moins capable de se financer elle-même. Voilà une organisation qui n'a même pas de budget propre. Comment cette organisation peut jouer un rôle efficace dans la lutte antiterroriste, alors que ce sont les puissances terroristes qui la financent? Deuxième démon. Troisième démon cité, la France. Je viens de vous donner 12 preuves de l'implication de la France dans le terrorisme au Sahel et en Afrique. N'est-ce pas? Troisième démon. Quatrième démon cité, l'Union européenne. La même Union européenne qui a signé la résolution de Goma, qui a voté la résolution de Goma pour restaurer Mohamed Bazoum, le junteur de Niamey qui a fait boum au pouvoir, avant le 2 avril. La même Union européenne là, c'est elle qu'on va ramener pour nous aider à combattre le terrorisme, alors que dans sa villa à Niamey, il était écrit la paix, on peut l'éviter. Quatrième démon. Cinquième démon, le démon absolu, l'ONU. Astaghfirullah. Non, c'est trop marrant. Comment l'ONU peut-elle sérieusement jouer un rôle fondamental dans la lutte antiterroriste alors qu'elle-même n'est même pas une organisation égalitaire? Les résolutions de l'Assemblée générale de l'ONU n'ont pas valeur juridique. Elles n'ont pas valeur d'application. Elles ne sont pas applicables. Elles ne sont pas exécutoires. Seules les résolutions du Conseil permanent de sécurité ont une valeur exécutoire et elles sont souvent bloquées par le droit de veto des 5 membres permanents sur 15. Donc, qu'est-ce que l'ONU peut faire pour nous alors que l'ONU même est déjà attachée? Elle est déjà envoûtée par l'impérialisme. C'est une organisation par définition antidémocratique, c'est une organisation anti-égalitaire, c'est une organisation anti-équitaire, c'est une organisation en réalité qui a pour but globalement de maquiller les crimes des puissances. Et les soldats de l'ONU n'ont jamais été capables de mettre fin à la guerre où que ce soit sur la terre. Partout où ils vont, au contraire, la guerre se répand. Et ils vivent de ça. Les missions de l'ONU en Afrique ne rapportent de l'argent à ceux qui y vont que parce que le conflit dure. Plus le conflit dure, plus les primes augmentent et les comptes bancaires gonflent. Les missions des Nations Unies, en réalité, sont prospères là où le conflit est durable.
Un missionnaire normal des Nations Unies n'aime pas un conflit qui s'arrête vite. Dis donc, le gars a fait son plan de carrière et dit que bon, s'il vient au Mali là, et que le conflit au Mali dure 15 ans, bon, chaque année il gagne 70 000 $, 100 000 $. Il multiplie ça par 5, par 10. Ah, ça fait déjà $1 million. 1 200 000 $. S'il a 100 000 $ par an, en 10 ans, il a pris 1 200 000 $. Tu lui parles de quoi? Pourquoi va-t-il vouloir que le conflit s'arrête? Tout ce qu'il va veiller, tout ce à quoi il va veiller, c'est ne pas mourir dedans. Donc, s'il y a la guerre à gauche, il va à droite. S'il y a la guerre en haut, il va en bas. Si ça chauffe ici à Bamako, il saute dans un avion, il retourne d'abord dans son pays pour attendre. C'est tout. Et dès que ça se calme un peu, il revient. Parce que c'est la condition pour que son argent sorte de ça. Mais voilà le missionnaire de l'ONU intelligent n'est pas là pour interrompre un conflit. Attends, on t'envoie sur un conflit en RD Congo, et puis tu résous le conflit en 1 mois. Tu es bête. Est-ce que tu as intérêt à ce que... Attendez, si on vous envoie dans un conflit en République démocratique du Congo comme haut fonctionnaire international de l'ONU, est-ce que vous avez intérêt à ce que le conflit là, quand vous candidatez pour ce poste, vous voulez que le conflit finisse tout de suite? Si vous voulez que le conflit finisse tout de suite, votre place n'est pas à l'ONU, mais dans un monastère. Vous devriez vous engager dans une congrégation mystique de la paix. Une organisation pacifiste souverainiste. Là, on peut vous croire. Mais ceux-là, quand on voit comment ils se sont beurrés dans les conflits dans le monde, il y a des gens qui n'avaient pas de maison. Hein. Ils sont devenus fonctionnaires de l'ONU, c'est là qu'ils ont eu une maison. Oui! Ils sont devenus missionnaires de l'ONU, c'est là qu'ils ont eu une maison. Et il y a des gens qui n'avaient pas... Ils n'avaient pas 500 000 francs CFA d'épargne. C'est quand ils se sont mis à travailler pour l'ONU qu'ils ont pu garder de l'argent. Donc, vous pensez que ces gens-là voient la fin des conflits et la fin des missions des Nations Unies d'un bon oeil? Il y a des gens qui pleurent. Quand les conflits finissent, il y a des gens qui pleurent, qui versent toutes les larmes de leur corps en disant c'est pas possible. La guerre du Congo est finie. On va encore manger où? Donc, au Mali, c'est fini comme ça. À Banampé ou Péou. Il n'y a plus d'ONU ici. Il n'y a plus de soldats de l'ONU. On va manger où? Hein? Donc les conflits en Somalie, ça va finir? Non, ça ne doit pas finir. Au Soudan, vous allez laisser le conflit soudanais finir? Astaghfirullah. Est-ce que vous vous rendez compte de la mentalité des gens de cette organisation? Regardez un type comme Guterres. Si le monde était en paix, mais Guterres, qu'est-ce qu'il a à faire? Si le monde était en paix. Mais Guterres, même lui-même, le secrétaire général, a besoin des conflits pour se justifier. Si le monde était en paix, on ne saurait pas qui est le secrétaire général des Nations Unies. On ne saurait même pas son nom. Mais Guterres, il sort de temps en temps avec un communiqué. Il n'y croit pas. Hein? Regardez tout ce qu'ils ont écrit pour retenir les crimes d'Israël contre la Palestine. Est-ce que ça a arrêté Israël? Voilà pourquoi le général de Gaulle a appelé l'ONU le grand machin. Parce qu'il savait que la France pouvait faire aux Africains tout ce qu'elle veut. L'ONU ne peut rien faire à la France tant que la France a le droit de veto. Quand on fait une résolution pour condamner la France bloque. C'est fini. Abana. On fait une résolution pour condamner les États-Unis bloquent. Si c'est pour condamner la Russie bloque. Si c'est pour condamner la Chine bloque. Si c'est pour condamner la Grande-Bretagne bloque. Voilà donc l'ONU. Voilà l'ONU expliquée en quelques mots, en quelques images. Et c'est ces gens-là que Guillaume, ces 5 démons que Guillaume veut ramener au Sahel. Non, on n'en veut pas. On ne veut plus de la CEDEAO dans les affaires sahéliennes. On ne veut plus de l'Union africaine dans les affaires sahéliennes. On ne veut plus de l'Union européenne dans les affaires sahéliennes. On ne veut plus de la France dans les affaires sahéliennes. Yamewa. Ah, Yamé. Vous avez compris? Ni norme longueur. Nyambou Mamé. On ne veut plus d'eux. On ne veut plus de l'ONU dans les affaires sahéliennes. Même dans les affaires africaines, on ne veut plus d'eux. En fait, nous avons des problèmes en Afrique parce que ces gens se mêlent de nos affaires. Nous avons des problèmes en Afrique parce que les gens que je viens de citer là se mêlent de nos affaires. Et que leurs intérêts sont incompatibles avec les nôtres, avec ceux de nos peuples. Voilà d'où viennent nos problèmes. Qu'ils retirent leurs pattes de nos affaires et tout ira très bien. Tout ira très bien. Alors, donc la stratégie de l'englobement, c'est-à-dire de l'enveloppement de l'Afrique ne doit pas marcher. À cette réponse collective. Enfin, il est important de rappeler que les populations civiles
sont les premières victimes des groupes djihadistes et des exactions des forces armées. Ces conflits ont des conséquences. Ça, c'est le 8e gros mensonge de Guillou. Les populations civiles sont victimes des exactions des groupes djihadistes et des forces armées. D'abord, j'ai démontré qu'il n'y a pas de djihadistes en Afrique. Ce sont des mercenaires du terrorisme occidental et moyen-oriental. C'est clair pour tout le monde. Il n'y a pas de djihadistes ici. Jihad signifie guerre sainte. Guerre contre les péchés, combat contre les péchés. Il a certes existé au 19e siècle, en Afrique, un djihad qu'on appelait le djihad mineur, c'est-à-dire le combat militaire contre les incroyants. D'accord? Mais le djihad mineur n'existe plus en Afrique. Ceux qui prennent les armes pour tuer des gens parce qu'ils ne seraient pas musulmans à leur façon, ne sont pas au service de l'islam. Ils ne sont pas au service de l'islam. Ils sont au service des impérialistes occidentaux et moyen-orientaux. Ce sont des mercenaires. Je vous ai donné leur acte de naissance dans cette conférence. Personne ne repart de cette conférence en se disant que c'est l'islam qui attaque l'Afrique. L'islam n'attaque pas l'Afrique. Les gens utilisent le voile de la religion islamique pour faire progresser leurs intérêts. Comme à d'autres périodes, les gens ont utilisé le voile de la religion chrétienne pour faire progresser leurs intérêts. Comme ailleurs, les gens ont utilisé le voile de la religion juive pour faire progresser leurs intérêts. Il ne faut pas tomber dans le piège de la diabolisation des religions. Si vous diabolisez les religions, vous allez permettre à l'impérial terrorisme de progresser sur la frustration des croyants blessés dans leur liberté de croyance et de conscience. Ne jamais diaboliser les religions dans ce combat d'émancipation. Ne pas diaboliser. Ne diaboliser ni l'islam, ni le christianisme, ni le judaïsme, ni la tradition africaine. Respectez les croyances de chacun, que chacun cherche le chemin qui le conduit à Dieu en son âme et conscience. Cela s'appelle la véritable tolérance et la vraie fraternité, et cela nous permettra d'éviter le piège qui nous est tendu par l'impérial terrorisme. Nous opposer sur des bases religieuses. Ah, comme tu n'es pas musulman. Oh, comme tu es chrétien. Oh, comme tu es plutôt musulman, je suis contre toi. Ah, toi tu es un traditionnaliste, tu es un kamite, je suis contre toi. Ce piège-là nous est tendu. Si vous tombez dedans, nous serons suicidés. Ne les laissons pas nous opposer sur la base des croyances religieuses. Et la meilleure façon d'empêcher cela, c'est de respecter les croyances religieuses de chacun. Je dis bien respecter. Ça ne veut pas dire adopter, mais respecter. C'est ce respect-là qui nous protège tous contre la manipulation religieuse. Dès que vous avez du mépris pour la religion de l'autre, ou que l'autre vous rend en retour du mépris pour votre religion, l'impérial terrorisme peut vous utiliser l'un contre l'autre. Vous avez écouté? Ah, Yamé, écoutez bien, parce que c'est l'un des pièges qui nous guette. La diabolisation. Il ne faut pas participer à la diabolisation d'une religion. Je vois des gens qui se promènent sur les réseaux sociaux. Ah, le problème de l'Afrique, c'est telle religion, c'est telle religion. Ne dites plus ça. Vous êtes des irresponsables. Vous devez tenir une parole en sachant très bien que cette parole sera féconde pour notre peuple. Ce ne sont pas les religions qui sont un problème, mais l'instrumentalisation des religions. C'est ça le problème. L'instrumentalisation des religions pour nous diviser. Voilà le problème. Vous pouvez dire cela, mais ne faites pas des religions un problème. Si vous faites des religions un problème, vous allez offrir plusieurs de nos frères et sœurs au terrorisme et au fanatisme. C'est des exactions. Alors ce monsieur, qu'est-ce qu'il dit? Que les populations sont victimes des exactions des soi-disant djihadistes et des forces armées. C'est-à-dire qu'il renvoie dos à dos les terroristes qui sont au service de l'impérialisme occidental, du néocolonialisme français, et les forces armées légales et légitimes qui combattent le terrorisme. Est-ce que vous voyez le degré de mépris que cet homme a pour le sacrifice de nos frères et sœurs des forces armées? Les forces armées maliennes qui, maintenant, ici au Mali, sont au combat. Ce monsieur les traite comme il traite les terroristes, qui sont pourtant, en réalité, ses employés. Il met dos à dos les forces armées du Burkina Faso et les groupes terroristes qu'elles combattent. Les forces armées nigériennes et les groupes terroristes qu'elles combattent. Vous voyez ce que fait cet ambassadeur, envoyé spécial de la France au Sahel? Il se moque du sacrifice de nos soldats. Les soldats africains. Et parfois, ils viennent avec leurs chiffrions. Ah, on a perdu 57 soldats français au Sahel. Qui vous a demandé d'envoyer des soldats au sol au Sahel? Personne. Et puis, vous les avez envoyés pourquoi?
pour continuer le pillage de l'or, du pétrole, du manganèse, du coltan, pas pour aider les Africains. Voilà ce que nous révélons. Donc, ils sont morts par vos propres turpitudes, par votre propre faute. Vous êtes coupables. Vous êtes coupables de la mort de ces 57 soldats français, vous les dirigeants français, qui êtes dans la duplicité. Et les terroristes éventuellement qui les ont tués se trouvent être vos propres supplétifs, avec lesquels vous jouez à des jeux dangereux entre amis. Voilà ce qu'on appelle le statut de pompier pyromane. Vous jouez au pompier pyromane. Et tout ceci a pour but la fabrication de ces rapports, comme celui de Human Rights Watch, des organisations non gouvernementales instrumentalisées par l'impérial terroriste pour harceler diplomatiquement l'Afrique. Laissons-le finir avec son 9e mensonge. Djihadistes et des exactions des forces armées. Ces conflits ont des conséquences humanitaires désastreuses. Il parle des exactions des forces armées, comme si on avait fini de faire les exactions de la France négrière contre l'Afrique. Est-ce qu'on a fini de faire le décompte? Est-ce que vous avez payé? Est-ce que vous avez jugé? Les crimes de guerre français, les crimes économiques français, les crimes contre l'humanité commis par la France pendant la période coloniale, et même depuis la fin de la colonisation en Afrique, dans quels tribunaux ont-ils été jugés pour que l'ambassadeur de France, au Sahel, pour que celui-là vienne nous... pour qu'il vienne nous donner des leçons de morale? Est-ce que les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, est-ce que les crimes économiques de la France en Afrique ont été jugés, condamnés et réparés? Non. Normalement, il ne doit pas parler de ça. Je ne peux pas avoir commis plus de crimes contre toi et venir juger tes crimes.